Ferran Torres offre le deuxième sacre mondial à la Roja dans l'extra time au bout d'une finale remportée par l'Espagne de Lamine Yamal face à l'Argentine de Lionel Messi. Salut à tous, c'est une deuxième étoile mondiale, bien sûr pour l'équipe espagnole. Nous sommes ici pour analyser la petite et la grande finale de cette Coupe du Monde 2026 dans ce dernier numéro de l'After Goal spécial Coupe du Monde 2026 avec mes consultants en plateau. Je commence déjà avec cette fois-ci le premier qui a pronostiqué vainqueur, gagnant du jeu pronostic avant la finale. Manu Yamal combattait. Manu, bonjour, avec un joli maillot de l'Espagne. Le 8, vous êtes milieu de terrain? Oui, milieu de terrain. Ah ouais. Ah oui. Bienvenue dans l'After Goal. Merci Robert et bonjour. Bonjour. On va présenter maintenant le perdant du jeu pronostic, bien entendu. Alex Dakla, bonjour, bienvenue dans l'After Goal. Il manque une étoile si c'est moi. Bon, il va faire la mise à jour. Justement, on va faire la mise à jour. C'est juste. Ouais, ça, c'est les 3 étoiles, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Salut, vous l'aurez compris. Bonne arrivée. Merci Robert. Salut Manu. Salut à tous les amoureux de Magic Six. C'est un plaisir de vous retrouver. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, comme Robert ne veut pas vous dire de vous abonner, abonnez-vous. Bon, il fait très bien la transition. Ce qui est sûr, je rappelle toujours ici au plateau de vous abonner. Et comme il est dit si bien, abonnez-vous bien sûr à Majestic et nous commençons bien sûr avec le décryptage de la 3e place, la petite finale qui a opposé la France à l'Angleterre. 10 buts au total à la fin de cette confrontation. Alex dit déjà football, on va commencer par prendre son avis, votre analyse sur ce match France 4. C'était pas la finale. Ouais, petite finale à deux visages. À deux visages, ouais. Et une première hyper moribonde de la part de la France qui a montré un visage défaitiste aux abonnés absents. Ils ont laissé leur âme, les joueurs de Didier Deschamps, dans les vestiaires. Ils ne sont jamais venus à cette rencontre-là. Et ils ont coulé 4-0. Une formation anglaise hyper impressionnante avec un jeu axé sur l'attaque, beaucoup de projections vers l'avant, beaucoup de combinaisons aussi avec le milieu de terrain et une défense qui est restée, pour moi, très solide en première mi-temps surtout. Et puis, il y a eu ce discours, cette gifle entre Griffin de Didier Deschamps à la mi-temps qui a secoué un peu tout le monde, qui a fait également des changements pour faire entrer d'autres joueurs qui étaient plus animés, qui avaient plus envie de disputer cette finale-là. Et au final, la France, enfin cette petite finale, et au final, la France s'est ressaisie, a essayé de revenir dans le match. Ils sont revenus à 4-3. Et puis, il y a eu ce penalty, Malo Gusto, fautif. Et l'Angleterre est passée à 5. Ils sont revenus, ils sont même à 6-4. Et à 5-4 d'abord, et puis à 5-4, puis 6-4. Et puis, bon, il y a eu ce 4e but de Ousmane Dembélé qui, au final, n'empêchera pas l'Angleterre de remporter cette médaille de bronze. C'était dans l'ensemble, moi, une très belle rencontre. Je tenais, pour moi, à m'excuser auprès de Didier Deschamps parce que j'ai été le premier à tirer à boulet rouge sur lui, à déplorer son conservatisme absolu. Mais moi, franchement, il a fait des changements lors de la 3e place et il m'a donné tort, en fait, de croire que, tiens, il connaît ses joueurs, il sait pourquoi il a l'habitude d'aligner les mêmes. Parce que quand vous voyez l'entrée de Upamecano en deuxième mi-temps, l'âme qu'il apporte à l'équipe, c'est quelque chose. Et les Cherki qui ont déçu. Bon, après, il y a la frustration de ne pas avoir beaucoup joué, mais au final, le coach, il a eu raison de faire ses choix, de les assumer. Et ça n'a pas marché sur cette 3e place. C'est une mauvaise fin pour lui. 2 défaites pour terminer la Coupe du Monde. Mais au final, ça n'enlève rien à son bilan très positif. Donc, moi, j'ai assisté à un très beau match. Voilà, c'était un football, quoi, comme moi je l'aime, un football offensif avec 10 buts. C'était un pur régal. Oui, un festival offensif, clairement, avec 10 buts à l'arrivée. Oui, quand on est devant sa télé, je pense que c'est le genre de rencontre qu'on veut voir. Parce que c'est parti un peu dans tous les sens. C'est les 2 équipes qui se sont partagées les mi-temps. La première mi-temps, c'était extraordinaire, ce que les Anglais ont proposé offensivement avec des joueurs comme Bukayo Saka. Vous imaginez avec un triplé dans un tel match, mais vous pouvez imaginer qu'en demi-finale, il n'a pas joué la moindre minute parce que l'entraîneur ne lui a pas fait rentrer dans cette opposition contre l'Argentine. Il y a eu beaucoup de choses assez positives, alors que Thomas Tuchel, il avait aussi remanié un peu son équipe avec la titularisation de Rodgers et aussi de Ivan Toney.
Mais en première période, c'était tout simplement un rouleau compresseur avec aussi une efficacité offensive un peu rare, parce que c'est plutôt très rare d'ailleurs de voir les Anglais aussi à droite devant le but avec un jeu tout le temps porté vers l'avant. Mais défensivement, il n'y avait pas beaucoup de choses à retenir de la performance des Français parce que c'était un peu trop laxiste, hein, trop d'espace, les lignes coupées, les joueurs trop distants. Et ça a été l'aubaine pour les Anglais. Mais en deuxième période de jeu, heureusement d'ailleurs que Didier Deschamps, il a un peu tapé du poing sur la table, il a un peu secoué le mur du vestiaire avec son discours. Ouais, c'était un message pour lui aussi, surtout quand il rappelle à ses joueurs de respecter le maillot de l'équipe de France. Exactement. Parce qu'au-delà d'un match, d'un match aussi peut-être où les joueurs n'avaient plus forcément leur tête, parce que l'objectif pour la France était d'aller en finale, mais il fallait quand même respecter le match, il faut respecter l'adversaire. S'ils sont capables de jouer des matchs amicaux dans des fenêtres internationales, qu'est-ce qu'on peut dire d'un match pour la médaille de bronze? Donc, ce discours a eu son effet. Les joueurs qui sont entrés, ils ont été très impactants. Alex, il parlait de Upamecano. Il a été le leader. D'ailleurs, sur le premier ballon récupéré, ça amène directement un but. Donc, à la fin, ils sont passés tout près, les Français, de revenir au score. Mais on se rend compte qu'ils ont été trop absents en première période. Et finalement, le retard était trop grand pour être rattrapé. Mais ils ont montré un visage qui, à la fin, je pense, peut satisfaire l'entraîneur malgré la défaite. Et le public français également qui peut se satisfaire. Mais félicitations aussi aux Anglais qui ont tenu et des remplaçants aussi qui ont été plutôt intéressants avec notamment l'entrée de Jude Bellingham qui a été une fois encore décisif dans cette partie. Félicitations au Trélance et on note véritablement des individualités, bien sûr, côté français, notamment le doublé de Kylian Mbappé à l'Est qui finit meilleur buteur avec 10 réalisations. Ouais, mine de rien, c'est sensationnel ce qu'il fait. Hein. Bon, c'est quelqu'un, on sait, c'est un dictateur en griffe. La dictature des résultats aussi, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Mobutu. C'est un joli nom un joli surnom qui lui sied bien. Mais il fallait le faire parce qu'il y avait la concurrence avec Lionel Messi qui était également à 8 buts. Et là, deuxième mi-temps, patron, il était bien positionné. L'appel, Manou en parlait avec la récupération de Dayot Upamecano sur le premier but, est toujours bien servi par Michael Olise, qui lui aussi a profité pour être meilleur passeur de la compétition. Ça fait la deuxième fois d'affilée qu'il est meilleur buteur d'une Coupe du Monde et il devient d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 réalisations. À 27 ans, c'est énorme quand on peut supposer qu'il peut encore disputer 2 Coupes du Monde, puisque la prochaine, il aura quoi, 31 ans et potentiellement à 35 ans, il peut être encore là. Il risque de mettre la barre très très haute, même si derrière, voilà, Haaland pour sa première Coupe du Monde, il a mis 7 buts. En tout cas, c'était une Coupe du Monde très prolifique, parce que quand vous prenez le tableau des buteurs, dans cette équipe française, par exemple, il y a Ousmane Dembélé qui a 6 buts, il y a Jude Bellingham qui en a 7, Messi qui en a mis 8. Barcola même, c'est 3 buts. Barcola, c'est 3. Donc, c'était offensivement, c'était une Coupe du Monde bien animée. Et Kylian Mbappé qui, dans la continuité de sa saison, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est tout à fait logique pour le joueur qu'il est, même s'il a dit en interview qu'il aurait même marqué 0 but et remporté la Coupe du Monde. Mais bon, après, il a aussi dit qu'à la fin de sa carrière, voilà, c'est des choses qu'il peut regarder dans le rétroviseur et dont il peut être fier. Je pense qu'aujourd'hui, le Kiki de Bondy, il a de quoi être fier parce qu'il réalise pour moi une Coupe du Monde exceptionnelle. Il a fait quoi, 4 doublés ou bien 3? Je ne sais pas, mais c'est monumental. Finalement, on tire chapeau à Kiki de Bondy? Oui, il faut lui tirer chapeau parce que ce qu'il fait, c'est assez impressionnant, surtout à l'âge qu'il le fait. Il est toujours en activité. Ce n'est pas un joueur qui vient de finir sa carrière. On en reviendra plus tard sur d'autres joueurs. C'est un joueur qui est en activité, qui peut encore pousser le record plus loin. Donc, Kylian Mbappé, il est toujours attendu au tournant et planter des buts, ça n'a jamais été un problème pour Kylian Mbappé, quelle que soit la compétition. Il a toujours ce réflexe-là, ce leadership qui lui permet d'aller tout le temps marquer des buts. Mais là où on l'attend aussi un peu, c'est que ces buts servent aussi à ses équipes à gagner. Parce qu'aujourd'hui, il est 3 fois sur d'or. Mais dans les 3 compétitions dans lesquelles il finit meilleur buteur, son équipe n'a remporté aucun trophée. Voilà, que ce soit la Liga, que ce soit la Champions League ou la Coupe du Monde. Donc, quelque part aussi, c'est vrai, c'est toujours bien de marquer des buts. Il a marqué des buts, il a fait avancer l'équipe de France dans cette compétition, qui est la Coupe du Monde. Mais je pense que
là où il est attendu aussi, c'est qu'il soit décisif dans les matchs décisifs pour que là, ses buts accompagnent aussi un résultat. C'est là aussi, moi, je pense que, stats, justement, voilà, au même diapason que les titres qui doivent suivre. Parce que comme ça a l'air beaucoup plus impactant que ce qu'il est en train de faire. Parce que on peut dire que Kylian Mbappé il a fini meilleur buteur, mais meilleur buteur comme plusieurs joueurs qui ont marqué plusieurs buts dans cette compétition. Donc, à la fin, la trace qui reste n'est pas aussi indélébile que s'il avait réussi à mener son équipe jusqu'au bout. Donc, quelque part, je pense que c'est tout ce qui peut lui rester, ou bien c'est tout ce que nous, on peut lui demander à faire Kylian Mbappé. Sinon, devant le but, il a toujours la même dextérité. Et dans ce match, on savait qu'à un moment ou à un autre, Kylian Mbappé, il allait marquer. Donc, ça peut-être, je ne sais pas, peut-être lui-même, à un moment, il doit se dire, par exemple, le match de la 3e place. Moi, à la place de Kylian Mbappé, moi, j'ai aimé le choix de Thomas Tuchel en mettant Kane sur le banc. C'est sûr que l'entraîneur n'a pas pris seul la décision, il a sûrement discuté avec son joueur. Staff, mais moi, j'aurais aimé voir, par exemple, Kylian Mbappé sur le banc. Là, c'est un message aussi, quelque part, qui est en train de passer à son équipe pour dire ce n'est pas tant, moi, mon objectif de finir meilleur buteur qui est plus grand que l'objectif de l'équipe de France. Mais quand je le vois comme ça, aussi engagé, aller finir meilleur buteur de la compétition, moi, personnellement, j'ai eu l'impression que c'est quelqu'un qui veut s'extirper d'un naufrage, d'un naufrage collectif. Alors que lui, il a toujours cette capacité-là à se délecter un peu, à se détacher un peu de tout ça. Bon, personnellement, c'est quelque chose qui me laisse un peu perplexe. Mais c'est tout compétiteur qu'il est, il veut tout le temps empiler des buts. Il veut rentrer dans l'histoire du foot. Ça, c'est tout à son honneur, mais il va falloir que les titres et les trophées accompagnent. C'est un renard de surface, tout simplement. On va fermer, bien sûr, cette page en parlant de Didier Deschamps. Kylian Mbappé l'a d'ailleurs dit en fin de match que c'est vraiment la dernière pour Didier Deschamps et ils ont voulu tout donner véritablement pour renvoyer parfaitement l'ascenseur au sélectionneur français Didier Deschamps qui a joué clairement sa dernière rencontre à la tête des Bleus. Alès, que retenez-vous de son parcours, Didier Deschamps, à la tête des Bleus? Moi, je retiens la pression qu'il laisse à son successeur. Parce que en termes de parcours, sur les 15 ou 14 années passées à la tête de l'équipe de France, c'est quand même hyper constant dans les résultats. Déjà, sa première compétition, la Coupe du Monde 2014, il fait quart de finaliste face au futur vainqueur d'ailleurs, l'Allemagne. En 2018, quand il revient, il fait quoi? Il fait finale, il remporte. En 2022, il fait finale, il perd face à l'Argentine. Et en 2022, il fait demi-finale, il perd face au futur vainqueur. Et donc, c'est quand même quelqu'un... Oui, 2026, la toute dernière, il perd. À chaque fois qu'il a perdu en Coupe du Monde, c'était face au futur vainqueur. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à faire passer un nouveau cap à l'équipe de France parce que l'équipe était dans les ténèbres après cette Coupe du Monde calamiteuse en Afrique du Sud. Et Laurent Blanc qui n'a pas su faire passer cette équipe-là dans une autre dimension. Lui, il a réussi à stabiliser cette formation-là, à l'assainir aussi. Même si on parle aujourd'hui d'une séparation, pas dans les meilleurs termes possibles, parce que dans une interview, il parlait d'un environnement malsain autour de l'équipe de France. Il parlait de se relancer ailleurs. Donc, ça veut dire, c'est pas pour moi quelqu'un qui part dans les meilleures conditions possibles aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui aura marqué, non seulement en tant que joueur, mais en tant que sélectionneur, cette sélection française-là. Il a toujours respecté ce maillot. Les résultats sont là. Je ne pense pas qu'il y a meilleur mot aujourd'hui pour le signifier, ou bien pour lui rendre hommage, si ce n'est de lui dire merci. C'est vrai que avec l'Euro, ça a été toujours une mauvaise histoire. Finale perdue contre le Portugal. Il y a la demi-finale perdue contre l'Espagne. Et puis, c'est ce 8e de finale-là face à la Suisse avec la meilleure équipe française qu'il pouvait avoir avec Karim Benzema qui revenait et tout. Entre son conservatisme, ses choix qui laissent à désirer souvent, ça a été un bon manager pour l'équipe de France, tout simplement. Manu, que retenez-vous de la personne, Didier Deschamps? Même question à la tête des Bleus. Oui, c'est un entraîneur assez charismatique qui a réussi à mettre de l'ordre dans cette équipe de France. On se rappelle de beaucoup de choses. Il y avait même avec Laurent Blanc, c'était très compliqué. Même à ses débuts avec Samir Nasri, il y a eu beaucoup de choses qui pouvaient pourrir le vestiaire, mais il a réussi à ramener un peu de la tranquillité, de la sérénité. Il a installé ses cadres
et tout le monde lui a toujours rendu cette confiance sur le terrain. Les résultats sportifs, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que Didier Deschamps, il a été un entraîneur qui a réussi à gagner la Coupe du Monde en tant que joueur déjà, puis en tant qu'entraîneur, c'est une performance de très haute volée parce que ce n'est jamais évident. Il n'était pas vraiment attendu à ce niveau, il a été capable de le faire. Bon, c'est vrai, il est en train de partir sur une mauvaise note parce que 2 défaites comme ça, ouais, ça fait un peu tâche, mais ça serait un peu malsain ou peut-être, je ne sais pas comment décrire ça, de résumer le passage de Didier Deschamps à seulement cette Coupe du Monde parce qu'il a déjà fait précédemment des choses très, très intéressantes. Donc, oui, respect pour l'homme, respect pour son management. On peut lui reprocher beaucoup de choses dans le jeu parce qu'il a une façon de jouer aussi qui peut plaire à d'autres et déplaire aussi. C'est toujours la même histoire dans le foot. On aime ou on n'aime pas, mais lui, avec ses idées, avec ses principes, avec sa communication, avec la confiance qu'il a su instaurer entre lui et ses joueurs, il a réussi à faire un parcours tout simplement magnifique à la tête de cette équipe. Donc, bravo et on lui souhaite bon vent pour la suite de sa carrière d'entraîneur. C'est tout simplement un bilan positif à la tête des Bleus, à l'actif bien sûr de Didier Deschamps. À présent, nous allons analyser cette finale qui a opposé la Roja à l'Albi Céleste. Bien sûr, Manu qui commence déjà par sursauter de joie, clairement. Vous portez si bien ce maillot de l'Espagne, même si on n'a pas encore la 2e étoile. C'est une 2e étoile remportée hier face à une formation de l'Argentine qui a déjoué clairement. L'Espagne a dominé. Et puis, dans l'extra time, il y a ce pied gauche magique de Ferran Torres qui offre un second sacre. Incroyable. À la Roja. Tout le monde sauf lui. Incroyable, le requin, l'efficacité du requin. Ferran Torres. Oui, c'est un peu comme la Coupe du Monde 2010, où l'Espagne a fait match nul jusqu'à dans les arrêts. On se rappelle de ce but de Iniesta. C'est à peu près le même film dans les 2 oppositions, sauf que dans cette opposition entre l'Argentine et l'Espagne, on a vu qu'il n'y a presque pas eu d'adversaire, ou peut-être une autre équipe qui voulait peut-être aller au tir au but, mais une autre équipe qui voulait jouer, c'était justement l'Espagne. C'est vrai, ils ont été longuement bousculés par des Argentins qui étaient vicieux, agressifs, à la limite violents, pour essayer de sortir un peu les Espagnols de leur jeu. Mais ils ont été plutôt froids, ils ont été calmes, ils ont bien géré les situations, même si dans le duel, il y avait aussi du répondant. Ça leur a permis de ne pas rentrer dans le jeu argentin et surtout de conserver toute leur qualité de jeu, toute leur qualité de contrôle de ballon, de redoublement de passes. Ça a été longtemps heurté contre cette équipe argentine qui a joué avec ses valeurs. Mais j'ai envie de dire qu'à la fin, le football a gagné. Parce que hier, ce que nous avons vu, c'est plus une équipe qui voulait jouer, une équipe qui avait envie d'aller chercher son trophée face à une autre qui avait d'ambition que de défendre et d'amener le plus loin possible cette équipe, sinon d'aller jusqu'au tir au but. Et finalement, cette réalisation de Ferran Torres, qui pouvait l'imaginer, ce joueur qui est souvent décrié par son inefficacité devant le but. Il est toujours aussi un peu chanceux des fois parce que des fois on le rappelle parce qu'un autre joueur est blessé, il fait des saisons moyennes, mais c'est vrai que depuis 2 saisons, il est à un niveau plutôt correct du côté du FC Barcelone. Et ce but, vous imaginez mettre un but comme ça et vous sacrer votre nation pour la Coupe du Monde, c'est tout simplement une très très belle histoire pour lui. Et ce qui symbolise d'ailleurs cette victoire espagnole, c'est que sur l'action du but, vous allez voir le long ballon qui vient. Iñaki Williams, il a même une poussette de Molina dans le dos. Il pouvait tout simplement laisser le ballon sortir, mais il a fait l'effort de redresser le ballon et Ferran Torres, qui est déjà habituellement avec son pied droit, a du mal à marquer. Il amorce la reprise en plein fouet, mais au dernier moment, c'est avec l'intérieur de son pied qu'il va aller mettre ce ballon sous la barre d'Emiliano Martinez. C'est tout simplement extraordinaire et l'Espagne qui est sacrée pour la 2e fois de son histoire. Très belle récompense pour une génération qui a commencé depuis très longtemps avec cet entraîneur qui connaît la majorité des joueurs, avec qui il a déjà eu à évoluer avec les équipes de jeunes. Ils ont réussi à remporter la Ligue des Nations, remporter l'Euro et maintenant la Coupe du Monde. On peut dire maintenant que la boucle est bouclée. La boucle est vraiment bouclée. 19 juillet 2026,
Ferran Torres, héros national à l'Extra-Club. Ouais, comme Iniesta. Heureusement que l'autre, c'est Iniesta, quoi. Le contraste entre les deux. Ouais. Mais Manu a dit un truc important. Je ne vais pas revenir sur tous ces détails-là. Le football a gagné, tout simplement, parce que moi c'est vrai, hein, au-delà de tout, c'est vrai que ce n'était pas une finale qui m'emballait, parce que j'ai souhaité toutes les affiches, sauf celle-là. Mais moi, j'aime savoir, quand je regarde un match de foot, que telle équipe est supérieure à telle. Et dans cette affiche-là, même si sur les papiers, c'était équilibré en termes de talent intrinsèque et tout, mais sur le terrain, l'Espagne était juste meilleure, quoi. Ce qu'ils ont fait avec le ballon pendant 90 minutes et après pendant 120 minutes, c'est royal. Ouais. Bon, heureusement que c'est un royaume. Ouais, exactement. Il faut là aussi le roi. Et que dire du jeu argentin? Non, j'en viens. Allez-y. Ils n'étaient pas là. Ils étaient partout sauf sur le terrain. Ouais. Quand moi je vois cette formation argentine, meilleure attaque de la Coupe du Monde, qui en 90 minutes a tiré 0 fois au but. Au mieux. En 107 minutes, a tiré 0 fois au but. En 125 minutes, ils ont tiré 2 fois sans cadrer. 2 fois sans cadrer, mais c'est tellement minimaliste. Et je sais pas, moi, honnêtement, quand Manu faisait son analyse tout de suite, je me suis dit, ah tiens, il voulait jouer les tirs au but vraiment. Parce que moi, j'ai même pas vu cette volonté-là d'aller au tir au but en eux. Moi, j'ai même pas reconnu cette formation argentine-là. Dibu Martinez n'a fait que retarder l'échéance. Sinon, quoi, avant la 90e minute, il y a 4-0, 5-0, au 8-0 même, personne n'aurait crié au scandale. Après, peut-être aussi, voilà, l'Espagne qui n'a pas ce tueur-là, cet attaquant-tueur-là pour faire la différence plutôt dans le match. Et c'est ce qui a fait retarder l'échéance. Sinon, limite, c'était une équipe argentinement qui, pour moi, est venue sans vouloir véritablement défendre leur titre. Et elle m'a fait penser d'ailleurs à ce que je pensais d'elle avant la compétition. C'est-à-dire une équipe qui a déjà tout accompli en 2022 et qui n'avait plus rien forcément à aller chercher. L'Euro, je dis l'Euro, la Copa América qui a suivi a pour moi été le trophée de trop pour une génération qui, dans cette compétition-là, dès les matchs à élimination directe, n'a fait que souffrir pour arriver en finale. C'était la match de trop. Je les ai sentis physiquement aussi un peu en dessous. C'est là où j'aimerais saluer quand même la préparation royale, encore une fois, de la sélection espagnole. Avec Luis de la Fuente, il le disait tantôt, c'est un sélectionneur qui connaît cette équipe-là. Mais depuis un moment, on sent également cette domination-là du football espagnol, tout simplement, dans le monde entier, incarné par Luis Enrique, bon, Xabi Alonso, même si son passage au Real Madrid a été moins bon. Mais il y a aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des clubs de Première Ligue, il n'y a que des coachs espagnols. C'est le football espagnol qui gagne aujourd'hui. Le PSG avec la Ligue des Champions, incarné par Luis Enrique. C'est ce football-là qu'il faut pratiquer aujourd'hui, avec des jeunes qui, au-delà de leur qualité technique, sont voués et dévoués pour le collectif. Il parlait justement de cette action de Williams. Il aurait pu laisser la balle, ainsi c'était un autre joueur. Il se bat pour la faire gagner. Lamine Yamal, qu'on attendait étincelant dans ce mondial, il sait qu'il fait. Il n'est pas au meilleur de son niveau, mais il joue pour le collectif. Vous aviez un Fabien Ruiz qui est ballon d'orisable aujourd'hui, mais aucune Starmania. Moi, je n'ai jamais imaginé que Rodri allait finir meilleur joueur de cette compétition-là. Donc, il n'y a aucune star dans cette équipe. Pour Koubassi, fait une saison pourrie au Barça, mais nous sommes une Coupe du Monde royale, quoi. Désolé d'abuser du mot royal, mais franchement, tout ce qu'ils ont montré dans cette compétition-là. Et pour finir, avoir une équipe espagnole qui, en 8 rencontres, n'a encaissé qu'un but, n'a jamais été menée au score dans ce mondial. C'est inédit. Il n'y a que 3 équipes qui l'avaient fait avant, l'Italie 2 fois, l'Allemagne 1 fois. C'est la 4e, en fait, sélection qui remporte une Coupe du Monde, qui réussit à n'encaisser qu'un but, je crois. Non, pas un but, mais n'a jamais été mené dans un match. C'est sensationnel ce qu'ils font. Moi, je sais pas, ils méritent tout simplement. S'il y a un autre tapis plus beau que le rouge, déroulez-leur, quoi. Et bon, ça coïncide véritablement avec cette couleur. Non, mais pourquoi vous revenez toujours à ça? Naturellement, c'est lui qui... Mais le maillot blanc de l'Espagne est plus beau que ce rouge. On s'en fout. C'est l'Espagne, c'est l'Espagne. La coupe est bien rentrée, bien sûr, à l'Espagne. Et la coupe ira à Madrid, ça, c'est ce qui est bien, ça, pas à Barcelone. Parenthèse, félicitations à la Roja, tout simplement, 2e sacre mondial. Et on va clôturer, bien sûr,
ce dernier numéro de l'After Goal avec cette rubrique, cette chronique de clôture de Christine, de Miss Tina qui nous parle bien sûr des à côté. Ça sera beaucoup plus sur un œil sur ce qui s'est passé dans les tribunes avec le petit frère de Lamine Yamal. On suit cette chronique et on revient juste après. Le foot, c'est pas que du sport, épisode 3. Pendant que Lamine Yamal soulevait le trophée, c'est son petit frère Kane, 3 ans, qui volait presque la vedette. Tout au long du tournoi, les caméras l'ont chopé dans les tribunes en train de sauter, de faire des grimaces sur l'écran géant jusqu'à débouler sur le terrain pour sauter dans les bras de son frère après la finale. Un gamin qui n'a pas joué une seule minute, mais qui a eu plus de temps que certains remplaçants. David Lemos, le commentateur suite de la RTS, a lui aussi eu son petit moment de gloire. Il a attendu toute la fin de son antenne pour balancer que ce mondial était le plus mercantile et le plus politisé de l'histoire. Merci David, super courageux de le dire une fois le match terminé. Direction le Pérou maintenant, où 468 bébés ont été prénommés Haaland cet été. Ils rejoignent les 3402 Messi et 1185 Cristiano Ronaldo déjà dans les registres. Au Pérou, on ne fait pas de liste de prénoms, on fait un 11 de départ. Autre trophée, autre délire. La FIFA lance sa bague de champion, limitée à 2026 exemplaires. 30 pour les joueurs, 1996 pour les fans, à qui on vend le droit de porter une bague de champion sans avoir gagné le moindre match. Et pour finir, Messi en larmes après la défaite, sûrement son dernier match en Coupe du Monde. Après avoir vu Ronaldo pleurer pendant 15 ans, c'est enfin son tour. Bienvenue au club. Bref, entre le petit frère qui vole la vedette, les leçons de morale à retardement, les bébés Haaland, les bagues en plastique doré et les lames de légende, cette Coupe du Monde 2026 aura eu de tout sauf peut-être un peu de foot. Merci Christine Mistina pour cette superbe chronique de clôture. Alex, qu'est-ce qui vous a marqué pour finir dans cette Coupe du Monde 2026? Cette Coupe du Monde 2010, 2026. Il fait une remontée dans le temps. Ah ouais, il se rappelle de 2010 parce que c'est 16 ans après que l'Espagne est sacrée. Donc, longue vie Robert. Longue vie Robert. Non mais moi, qu'est-ce qui m'a marqué? Moi, c'est le niveau des matchs de façon générale. C'est vrai, il y a ce 7-1 de Curaçao face à l'Allemagne. Ouais. Mais c'est que même les équipes qui perdaient montraient quelque chose sur le terrain. Moi, j'ai été vraiment impressionné. Même Curaçao, justement, dans ce 7-1-là, c'est une équipe qui est allée chercher à marquer son but, à marquer le coup historiquement. L'Irak qui perd 3-0 face au Brésil. Les mecs qui se battent, quoi. Donc, moi, j'ai plus aimé ça, sauf la Tunisie. Sauf la Tunisie. Et que dit du Cap-Vert? Bon, ils sont habitués à une bonne première. C'est un beau pays avec de... Voilà, tout ce que vous savez, c'est un pays que j'aime. Avec tout ce qui va avec, naturellement. mais franchement, le football, au-delà des polémiques, parce que ce qui m'a vraiment marqué, le refus de visa, par exemple. Manu, ça m'a marqué. Qu'est-ce qui vous a marqué? Je pense qu'à la fin de la compétition, il faut se rappeler, malgré tout, de tous les à côté du début de compétition qui n'ont pas vraiment apporté une très belle image au sport, le refus de visa, tout ce qu'on connaît, les problèmes à l'immigration de plusieurs joueurs, l'arbitre africain, somalien qui n'a pas pu officier cette compétition. Et après, on peut parler aussi des stades qui ont été toujours pleins, avec une très belle ambiance à chaque rencontre. Donc tout ça, c'est quelque chose qui nous a forcément marqué. Et sur le terrain, vous avez très bien fait de parler du Cap-Vert parce que au-delà de tous les matchs, je pense que ce match-là, c'est le match qui m'a fait vibrer le plus dans cette compétition avec les individualités comme Cabral Lopez, qui a une fois encore montré son talent. Voilà, la compétition, elle finit là, mais on a vu vraiment de très belles choses. Un bon niveau de gardien de but, des attaquants qui ont brillé. Voilà, l'arbitrage aussi qui était plutôt correct, même s'il y a eu beaucoup de choses à redire. Donc, c'est une compétition comme les autres qui vient de finir. Et voilà. Le roux qui a pris la place de la des Vikings. Ça reste aussi un peu dans les têtes, un peu comme le clapping des Islandais à l'Euro 2016. Voilà, ce sont des choses qui marquent, ce sont des choses qui restent. Et la dernière image, c'est Ronaldinho qui accompagne Madonna sur la scène. Oh là, magnifique. Magnifique. Et Ronaldo qui extraordinaire. Pleure. Magnifique. Et Ronaldo qui pleure, Messi aussi qui pleure. C'est la der, naturellement. Il y en a qui ont pleuré avant lui. Hein. Bon, c'est pas nouveau.
l'aventure continue. Ce qui est sûr, le foot, moi, ce qui m'a marqué, c'est after goal. Hein. Ah bon? Ah, merci. Pendant la Coupe du Monde? Ouais. C'était pendant la Coupe du Monde? Bien sûr, c'est le clap de fin, bien sûr, pour cette spéciale Coupe du Monde 2026 de l'After Goal. On vous remercie également, chers abonnés de Majestic, et nos remerciements vont à l'endroit, bien sûr, de nos équipes techniques et rédactionnelles qui ont œuvré d'arrache-pied pour qu'on puisse réaliser cette belle émission de décryptage et d'analyse, bien sûr, des matchs de la Coupe du Monde 2026. Merci, mes chers fidèles consultants. Je crois qu'on va se retrouver, bien entendu, sur d'autres aventures, parlant toujours du sport roi, du ballon rond. Manu Combaté, merci infiniment. Merci infiniment, Alistair Clark. On se dit à très vite. Bye bye. Coupe du Monde 2026, Majestic After Goal. C'est fini.